What is up, guys? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. A place where we speak Franglish, say the word awesome a lot, mais surtout un endroit d'inspiration et d'éducation pour vous aider à optimiser votre santé globale from the inside out. Mon nom est Claudia, fondatrice de Karmakin, et ma mission avec ce podcast est de t'amener dans un monde de développement personnel, d'optimisation d'habitudes de vie et de découverte so you can unleash your potential and live the life you truly want and deserve. Merci d'être à l'écoute. You're awesome. Oh, we're gonna have a lot of fun with this one. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle conversation awesome sur le podcast. Bienvenue si c'est ta première fois et rebonjour si t'es là à chaque semaine ou si c'est pas ta première fois. Like I said, aujourd'hui, on va s'amuser ensemble, on va défaire des mythes que j'entends encore trop souvent en lien avec le pilier de la nutrition. Ça fait plusieurs invités que j'invite avec lesquels je parle de, le misinformation, l'information qui n'est pas tout à fait véridique, malheureusement, qu'on voit sur les internets et les réseaux sociaux. Et la nutrition, c'est un sujet d'études scientifiques assez jeune. Souvent, on va remarquer des choses par rapport à notre expérience personnelle et l'étude qui va prouver ce qu'on a remarqué va sortir plusieurs années plus tard. Il y a toujours aussi une espèce de point un peu biaisé dans les études, pas toujours, mais assez souvent, tout dépendant de, c'est qui la compagnie qui finance les études? Est-ce que c'est pour aller chercher des profits d'une certaine façon ou est-ce que c'est vraiment pour amener de l'information qui est objective? L'autre chose aussi, c'est que dans les études, c'est souvent des hommes, c'est jamais, encore une fois, c'est pas jamais, mais c'est plutôt souvent un profil très similaire de personnes. Donc, c'est difficile de faire des études, par exemple, sur une femme de 40 ans ou une femme de, 50-55 ans en préménopause, tu sais. L'autre chose aussi, c'est, comme je disais, la nutrition au niveau des études, c'est assez jeune, dans le sens que ça fait pas 2 siècles qu'on fait des études sur ce sujet-là. Donc, il y a encore de la nouvelle information qui sort, et même si les bases, je veux dire, ça reste les mêmes de décennie en décennie, des fois, il y a des nouvelles études ou des nouveaux titres assez particuliers qui sont partagés et véhiculés, encore une fois, beaucoup avec les réseaux sociaux, hein. C'est surtout là qu'on va chercher l'information, malheureusement. Oui, c'est accessible et oui, ça permet de rester en connexion avec les gens qu'on aime et qu'on rencontre partout dans le monde. Mais pour tout ce qui est de real science, puis vraiment des faits véridiques, c'est assez facile de se laisser emporter justement par des titres d'études là, ou d'articles là, qui sont comme « Oh mon Dieu, les fruits ça fait engraisser » ou « l'huile de coconut, c'est du poison ». Donc aujourd'hui, encore une fois, on va avoir du fun à debunk, donc à défaire plusieurs mythes populaires que j'espère que tu vas apprendre quelque chose aujourd'hui. J'espère que ça va t'aider à amener de la clarté, enlever un petit peu de confusion, te simplifier la vie avec ta nutrition. Et aussi, la prochaine fois que tu vas voir ce genre d'études, d'articles, de titres, de croyances-là, tu vas être mieux équipé pour porter un jugement qui est plus critique au lieu de tomber dans le piège de ces mythes en nutrition. Alors, commençons avec le premier. Manger X fois par jour, c'est mieux que manger Y fois par jour. Hein, c'est une question que j'ai souvent. Mais là, est-ce que je devrais manger 6 petits repas par jour ou je devrais manger 3 repas? Est-ce que je dois manger des collations ou est-ce que je dois pas manger de collation? Est-ce que je dois faire le jeûne intermittent et manger juste 2 gros repas entre midi et 6 heures ou je suis pas obligée de faire ça? Donc, la réponse courte, c'est que ça dépend. Et vous allez voir que, en fait, si vous me suivez depuis un petit bout, vous savez déjà que la réponse à plusieurs questions dans le pilier nutrition, c'est souvent, ça dépend. Puis c'est là que la plupart des mythes ou la plupart des croyances, la plupart des choses qu'on lit, quand c'est très, très, très black and white, souvent ça peut nous élever un petit drapeau rouge comme quoi que, c'est peut-être un mythe ou c'est peut-être pas si black and white que ça. Bon, il y a des choses qu'on s'entend, hein? Je veux dire, manger des légumes, c'est bon pour la santé. Je pense qu'il n'y a pas personne qui va s'ostiner avec ça. Boire de l'eau, être bien hydraté, c'est important aussi pour la santé. Encore une fois, il y a des principes fondamentaux que c'est assez difficile à trouver des fausses croyances à ce niveau-là, ou encore une fois, à s'ostiner que c'est pas vrai. Mais des choses très, très black and white, souvent,
On est plus porté à répondre à une question comme ça par « ça dépend » et mon premier mythe en est un. En fait, c'est pas un mythe, c'est une croyance, hein, que bon, peut-être manger 6 fois, c'est mieux que manger 2 fois et vice-versa. Donc, comme je disais, la réponse courte, c'est que ça dépend. Ça dépend de tes intérêts, de ton profil, de ton métabolisme, de ta digestion, de ta dépense énergétique, de tes habitudes en cuisine, de ta digestion, je pense que je l'ai déjà dit, de ton sport, activité physique, de ton estomac, qui fait partie de ton processus de digestion. Ça dépend de plein de choses. Règle générale, moi, je dis souvent qu'il y a des petites règles non négociables, en fait, qu'on devrait probablement s'inspirer à suivre, peu importe le nombre de fois qu'on mange par jour. Et on peut rarement se tromper avec ces petites règles-là. Par exemple, on devrait, à moins, encore une fois, je vais toujours me garder une marge d'exception. Hein? Donc, on garde en tête que les statements qu'on fait aujourd'hui, il peut toujours avoir des exceptions. Mais on devrait en général se garder 2-3 heures de délai entre notre dernier repas ou collation et notre heure de coucher. Donc, peu importe combien de fois tu manges à ta journée, pour avoir un sommeil qui est optimal. Et aussi, ça l'aide à éviter le grignotage de soirée qui est non nécessaire et qui est souvent par cravings ou par habitude. Bon, on se devrait se donner un petit règlement de si je me couche à 10 heures, ben tu sais, à 7 heures, 7h30, j'ai fini de manger pour la journée. L'autre petite règle aussi que j'aime inspirer mes clientes à suivre ou que j'aime proposer, c'est de rester constante avec le nombre de fois par jour que tu manges. Ce qui veut dire que peut-être que pour toi, manger 3 repas, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Déjeuner, dîner, souper, that's it. Donc, mange 3 repas par jour à tous les jours. Peut-être que toi, c'est de manger 6 plus petits repas par jour. Donc, déjeuner, collation, dîner, collation, souper, collation, en gardant un petit délai avant ton sommeil, évidemment, comme on vient de dire. Mais mange comme ça 6 petits repas par jour à tous les jours de façon constante. Peut-être que toi, t'aimes ça faire le jeûne intermittent. Puis encore là, le terme jeûne intermittent, il faudrait le redéfinir parce que un 12 à 8 heures ou une fenêtre de manger de 8 heures par rapport à un jeûne de 16 ans, de 16 ans, imagine jeûner pendant 16 ans, jeûne de 16 heures, c'est pas tout à fait ça qu'on appelle un jeûne intermittent, mais bon, c'est ce qu'on lit souvent, encore une fois, sur les internets. Fait que peut-être que pour toi, ça fonctionne. Tu manges un repas à midi, puis un repas à 6 heures, puis that's it. Ben, fais ça à tous les jours, à moins, évidemment, que ton professionnel de la santé, ton coach en nutrition, tout ça, te donne un protocole différent que là, tu gagnerais à faire des choses différentes de jour en jour. Exemple, manger la même chose ou plutôt de la même façon pendant 5-6 jours. Peut-être que la 7e journée, ben, t'en fais un jeûne complet. Ou la 7e journée, ben, tu réduis, je sais pas moi, tes protéines animales. Ou c'est une journée juste de liquide, peut-être, parce que tu fais un protocole de nettoyage du foie. Bref, encore une fois, on se laisse une marge d'erreur d'exception, mais la fréquence à laquelle tu vas manger et le nombre de fois que tu vas manger par jour, mais ça peut aider grandement d'être constante avec ça tous les jours. Des fois, ça va changer le week-end, hein, parce que des fois, on se réveille plus tard. Peut-être qu'on se fait un plus gros brunch le matin, donc on n'a pas besoin de notre collation. Peut-être que le déjeuner-dîner, ça devient un seul repas. Fait que, tu sais, si au moins 80% dans ta semaine, tu es constante avec ton horaire et ta fréquence de repas-collation, ben, tu es déjà bien parti pour avoir un corps qui est en équilibre, un corps qui sait à quoi s'attendre, un taux de sucre sanguin aussi qui est assez stable. Et comme ça aussi, ça t'aide à garder une constance à travers tout ça. Donc, la réponse à la question, si tu veux manger 6 fois ou manger 2 gros repas, je vais vous répéter, ça dépend. Règle générale, là, on est pas mal tous sur un même genre de beat de déjeuner, dîner, souper. Il y a des exceptions à ça et tantôt, on va parler d'un mythe au niveau du déjeuner. Les collations, moi, souvent, je suggère une collation d'après-midi, surtout s'il y a un long délai entre le dîner et le souper. Ça peut permettre de réduire les portions à l'heure du souper. Ça peut permettre d'avoir moins de cravings en soirée, de manger un genre de pré-souper en préparant le souper parce que tu es tellement affamé. Donc, c'est souvent quelque chose que je recommande. Il y a des personnes qui, de manger 5 fois par jour, ça les aide à contrôler leur faim, justement pour pas avoir des longs délais sans manger et que là, ils s'auto-mangent, les cravings apparaissent, les baisses de fatigue apparaissent aussi. Mais il y a des gens aussi qui, au contraire, fonctionnent mieux à moins manger fréquemment dans la journée. Faut faire attention, hein? Ça veut pas dire qu'on enlève un repas ou qu'on enlève une collation, que c'est tout. On fait juste dire, ben moi, je fais jeûne intermittent, je commence à manger à midi. De toute façon, j'ai jamais fait le matin, j'enlève mon déjeuner. Il faut que tu t'assures que si tu manges moins souvent dans ta journée, mais que tes repas soient complets.
soit équilibré. Il y a même une façon de manger un protocole, j'oublie l'abréviation, là, mais c'est One Meal a Day. Je pense que ça s'appelle comme ça, là, OMAD, O-M-A-D. Ça peut sûrement fonctionner pour certaines personnes. C'est pas quelque chose que je recommanderais après ma barre. Mais on s'entend, là, il faut que ton repas il soit complet, puis qu'il y ait des calories en masse, puis que tu aies tes légumes, puis tes fibres, puis tes protéines, puis tes complex carbs, puis ton gras. Tu sais, ton repas, il doit être très, très, très gros, riche en, évidemment, on l'espère, bonnes calories pour que tu aies tout ce que tu as besoin dans ta journée. Fait que plus tu manges souvent, bien, moins tes portions vont être élevées et vice-versa. Je pense que ça, c'est assez clair. Et de toute façon, on veut toujours chercher une qualité d'aliment, que ça soit 2 fois par jour, que ça soit 6 fois par jour. Pour la perte de gras, c'est la même chose. Je veux dire, ça va être le total de ce que tu vas faire dans ta journée. Fait que si tu manges 6 fois par jour, mais tu as 200 calories par repas, ça te fait 1200 calories, versus tu manges juste 2 fois par jour, mais que tes 2 repas sont 3000 calories chaque, tu es à 6000 calories par jour, bien c'est sûr pour ta perte de gras, même si tu as mangé moins souvent, le total des calories que tu vas ingérer va faire une différence. Il n'y a pas juste les calories, ça aussi on va en parler dans un mythe tantôt, il y a plein d'autres facteurs qui viennent en compte au niveau de la perte de gras, mais c'est sûr qu'on ne peut pas s'en sortir de cette équation mathématique-là. Après, il y a beaucoup plus de nuances que ça, on va en jaser, mais c'est les petites choses que je voulais vous dire à travers mon mythe, ou plutôt ma croyance numéro 1. Donc, trouve une façon qui fonctionne pour toi, que tu ne te sens pas affamé, que tu arrives à tes repas, puis tu es comme, ouais, j'ai un petit peu faim, mais tu sais, je suis pas en train de m'auto-manger. Quand tu finis ton repas, ta collation, tu te sens rassasié, mais tu n'es pas bourré non plus. Quand tu as des dents d'énergie ou des cravings, ben peut-être parce que c'est le temps de prendre une collation équilibrée, hein, des patates douces. Non, pas des patates douces, c'est pas ça que je voulais dire. Des pâtes douces puis des goldfish, c'est pas vraiment une collation équilibrée, malheureusement pour certains. Donc voilà, quand tu finis ta collation, ton repas, tu te sens rassasié. Puis tu gardes là, cette petite règle-là qu'on s'est dit de laisser un délai avant d'aller dormir. Une autre règle que j'aime mettre dans cette catégorie-là, de ce premier mythe-là, c'est le 12-12. Tu n'as pas nécessairement besoin de faire un jeûne intermittent d'une journée complète ou de 3 jours ou de manger 16 heures ou plutôt 8 heures par jour dans une fenêtre de 8 heures par jour, le fameux 16-8 qu'on voit souvent qui est très populaire. Il y a de plus en plus d'études qui démontrent effectivement que le jeûne, c'est excellent pour la santé. C'est pas à faire de façon toute seule, sans coach, sans préparation, puis dire hey, j'arrête de manger pendant 3 jours. Ça peut être dangereux, mais des protocoles de jeûne et des façons de jeûner différentes, ça peut être effectivement bénéfique pour la santé. Mais comme je disais, la règle du 12-12, c'est quelque chose que j'aime bien proposer. Fait que pendant 12 heures dans ta journée, tu rentres tes collations puis tes repas. Et pendant 12 heures, souvent la nuit, hein, la fin de la soirée, la nuit, un petit peu le matin, ben tu donnes un break à ton système digestif. De suivre un 12-12 comme ça permet d'aller chercher les bénéfices de donner un break à ta digestion. Tu n'es pas en train de grignoter puis de manger toute la journée de très tôt le matin jusqu'à très tard le soir. Et évidemment, tu n'as pas besoin non plus de faire des gros protocoles intenses de jeûne. Donc ça, c'était pas mal long pour expliquer le premier mythe. Si je fais ça avec toutes les mythes, ça va être un podcast de 3 heures, mais bon, au pire, je ferai une partie 2. Mais je voulais vraiment clarifier certaines choses et comme vous retenez, ben, la réponse, c'est que ça dépend. Mythe numéro... Voyons, je dis 3 mots en même temps aujourd'hui, donc bear with me, guys. 2. Mythe numéro 2, il faut absolument compter les calories pour perdre du gras. Donc, comme je vous ai dit dans le mythe numéro 1, effectivement, plus tu manges, ben si tu ne dépenses pas ton énergie, puis tu ne dépenses pas les calories que tu manges, ça se peut que tu sois en surplus, même si c'est des aliments très, très sains. Je veux dire, si tu manges 3 avocats par jour, un sac d'amandes au complet avec 3 bananes puis 2 tasses d'huile d'olive dans ta salade, ça va être des bons aliments. Tu vas être en pleine santé, sauf que tu risques d'être en surplus énergétique et effectivement prendre du gras ou avoir la difficulté à perdre du gras. Donc, les calories ont leur place, mais ils ne doivent pas nécessairement prendre toute la place. Moi, je pense que ça peut être très pertinent en début de processus de, oui, tracker ce que tu manges, d'écrire ce que tu manges, à peu près les portions. Si tu veux utiliser une application mobile pour voir à peu près tes calories, ça peut te donner un bon aperçu, une belle prise de conscience. Par contre, il n'y a personne qui veut compter ses calories le reste de ses jours. Si oui, ben écris-moi. Tu vas être très, très, très unique. Dans les 15 ans de coaching dernièrement, j'ai jamais vu quelqu'un qui voulait compter ses calories à la calorie près, puis tout tracker du matin au soir, 7 jours sur 7, le reste de ses jours. Donc, ça peut devenir un petit peu encombrant comme habitude. 2, ce qui arrive, c'est que la marge d'erreur est très, très grande.
Ça dépend des aliments, c'est sûr, mais tu sais, par exemple, si tu manges une pomme, puis même si tu la pèses, ta pomme, puis là, tu rentres ça dans une application mobile, puis ça te dit que la pomme était 45 calories, mais peut-être que ta pomme était vraiment 60 calories ou 42 calories. Donc, imagine, il y a déjà une marge d'erreur avec un aliment aussi simple qu'un fruit que tu as pesé. Fait qu'imagine tout ce que tu manges dans ta journée, dans ta semaine. S'il y a une marge d'erreur de 10-20%, des fois c'est plus que ça pour chaque aliment, ben le total de ta journée, si ça te donne 1700 calories, c'est-tu vraiment 1700 calories que tu as mangé ou c'est 1005 ou 2002? Fait que oui, encore une fois, c'est important d'écrire son journal alimentaire, surtout en début de processus, de regarder à peu près ses portions. Tu sais, des fois, on fait comme « Ah, je mange une scoop de beurre de peanut », puis finalement, on se rend compte que notre scoop, c'est pas mal plus, genre 3 cuillères à table. Donc, c'est correct, puis oui, c'est pertinent de calculer nos portions un petit peu, peut-être de regarder nos calories à peu près. Mais ne vous fiez pas à ça au chiffre près, pour la simple et bonne raison que, comme je l'ai dit, il y a une marge d'erreur. Et pas seulement ça, si je reviens à ta pomme, là, elle était peut-être 45 calories, mais est-ce que toi, tu as absorbé 45 calories? Puis c'est quoi la dépense énergétique que tu as faite en la mastiquant, l'avalant, la digérant, ta pomme? L'autre chose que je vois souvent aussi, c'est que, on va tout tracker sur notre Fitbit ou je sais pas quoi, là, je suis pas très technologique avec ce genre d'outils-là. Puis là, on a été marcher une demi-heure, on a fait un workout de 20 minutes de musculation, on a fait un peu de yoga. Et là, ça dit, vous avez brûlé 500 calories dans votre journée. Donc, des fois, inconsciemment ou consciemment, on se permet de manger 500 calories de plus. Et évidemment, ben ça aussi, il y a une marge d'erreur et souvent, on va surestimer les calories qu'on brûle et sous-estimer les calories qu'on mange. Fait que des fois, on est comme « Hey, je compte mes calories, j'en mange moins que je dépense, puis je perds pas de gras. » Encore une fois, il y a plein d'autres facteurs qui influencent la perte de gras, pas juste les calories in, calories out. Mais pour revenir à mon mythe, non, t'es pas obligé d'absolument compter tes calories. Personnellement, c'est pas une méthode que j'utilise avec mes clientes. Oui, comme je disais, on va calculer les portions, on va mesurer des fois plus précisément au niveau des onces de viande, au niveau de la tasse de riz cuite, au niveau de la cuillère à soupe d'amande ou de beurre d'amande, tu sais. Mais de la compter au gramme ou plutôt à la calorie près, c'est pas nécessairement quelque chose que moi, je mets de l'avant dans mon coaching. Il y a plein de coachs qui le font, puis you just have to fit in your calories et ça fonctionne. Mais c'est un mythe de penser qu'il faut absolument que tu comptes tes calories le reste de tes jours. Troisième mythe. I love this one. J'en avais parlé avec mon ami Ren sur notre podcast autour du numéro 40, je crois. Donc, allez écouter ça si vous avez manqué cet épisode-là il y a quelques mois. Les fruits, ça fait engraisser. Ou tout autre énoncé en lien avec le fait que les fruits, c'est pas bon pour la santé, qu'il y a du sucre dedans, que ça fait engraisser. Ouf, OK. Premièrement, ça vient beaucoup de keto, low in carbs. Hein? Oh mon Dieu, il y a 15 grammes de sucre dans une banane. On doit rester loin de la banane à tout jamais parce qu'il y a du sucre. C'est rare. Encore une fois, si ça t'est déjà arrivé ou que tu as déjà vu quelqu'un, écris-moi. Tu vas être très unique. Mais c'est très rare qu'on est en surplus de poids ou qu'on est obèse parce qu'on a trop mangé de fruits. Hein? C'est bien rare que quelqu'un a 20 livres à perdre parce qu'elle a mangé trop de pamplemousse ou trop de watermelon ou trop de pommes dans sa vie. Faut pas vraiment mettre la faute sur les fruits. Est-ce que les fruits ont du sucre? Oui, les fruits, c'est du sucre. C'est des glucides simples, du fructose, plus précisément. Est-ce que quand tu vas manger des fruits, ça va faire augmenter ton taux d'insuline, ton taux de sucre sanguin? Oui, un petit peu. Ça, je suis d'accord avec ça. Par contre, les fruits, ça pousse dans les arbres ou dans le sol. Hein? Ça vient de la nature. C'est un aliment qui est entier, qui est naturel et qui vient, oui, avec du fructose, mais aussi avec des fibres, des antioxydants, des vitamines, des minéraux, de l'eau. Donc, pour l'hydratation, hein, manger des melons d'eau puis manger des fruits comme ça qui contiennent de l'eau, bien, ça peut t'aider à rester hydraté dans ta journée. Puis comme c'est riche en nutriments, comme je disais, en vitamines, en minéraux, en fibres, c'est bien difficile de manger trop de fruits dans la vie. Essaye de manger 2 bananes de suite ou 3 pommes de suite. Bon, ça se fait, là, c'est sûr, puis surtout quand tu vas cueillir des pommes au mois de septembre. Mais je veux dire, c'est bien difficile de manger trop de fruits. La plupart des fruits sont faibles en calories aussi parce que justement, c'est du fructose et de l'eau. Ils n'ont pas vraiment de protéines, ils n'ont pas vraiment de gras. Donc, faible en calories, it's filling, hein, ça te remplit assez vite grâce aux fibres. C'est rafraîchissant, ça te donne de l'hydratation. Puis, comme je disais, c'est bien dur d'en manger trop. Donc, il ne faut pas avoir peur des fruits.
Est-ce que ça veut dire, comme je disais dans mon exemple un peu exagéré tantôt, encore une fois, si vous me connaissez, vous savez que j'aime utiliser un peu de sarcasme, de l'exagération pour bien faire passer mon point, and I know you guys can relate to my examples. C'est sûr que si tu manges 3 bananes par déjeuner, après ça 2 mangues le dîner, après ça un smoothie avec genre 500 calories de fruits dedans, puis qu'au souper, ben tu termines avec une méga grosse salade de fruits, ouais, peut-être que ça va te faire beaucoup de sucre dans ta journée. Mais c'est vraiment pas la première chose que tu dois couper si tu veux perdre du gras. 1, 2, 3 portions de fruits par jour, là, il n'y a vraiment pas de problème avec ça. Point numéro 4. Là, je vous avertis, il y en a plusieurs d'entre vous, vous allez être déçus. J'avais fait un post sur ce sujet-là il y a quelques années, puis je l'avais republié 3-4 fois, puis je veux dire, à chaque fois que je le publie ou à chaque fois que je parle de ça avec mes clientes, il y a quasiment des larmes là, qui se versent parce que, I get it, ça fait mal au cœur de savoir ça. Mais le beurre de peanut, ce n'est pas une source de protéines. Je répète, pour ceux qui ne veulent pas entendre, peanut butter, le beurre de peanut, le beurre d'arachide, ce n'est pas une source de protéines. Et encore une fois, je m'excuse. Ça vous prend à peu près 600 à 650 calories de protéines. Ça serait bien plus nice, hein, si ça c'était le cas. 600 à 650 calories de beurre de peanut, ce qui équivaut à plus de 50 grammes de gras, de lipides, pour avoir à peu près 25 grammes de protéines, ce qui serait un chiffre très, très global, là, évidemment, qui n'est pas personnalisé à tout le monde. Mais tu sais, je dis souvent entre 20 et 30 grammes de protéines par repas principal, évidemment incluant ton déjeuner, ce qui est souvent difficile à faire. Fait que ouais, ça t'en prend pas mal de beurre de pin pour avoir assez de protéines dans ton déjeuner. Fait que tes 2 toasts de beurre de peanut le matin avec ta petite couche, tu sais, même si tu te mets une cuillère à soupe, même si ta cuillère à soupe, tu penses que c'est une cuillère à soupe, mais dans le fond, c'est peut-être 2 cuillères à soupe si tu mesurais, c'est beaucoup de calories et c'est beaucoup de gras pour le peu de grammes de protéines que ça contient. Est-ce que je veux t'empêcher de manger du beurre de peanut? Pas du tout. Est-ce que tu vas dire, je vais prendre du beurre d'amande à la place? Ça revient au même. Beurre d'amande, source un peu moins arrosée de pesticides et transformée, hein, l'amande versus l'arachide. L'amande étant une vraie noix aussi, comparativement à l'arachide. Donc, peut-être que oui, en termes de qualité, le beurre d'amande serait peut-être mieux que le beurre d'arachide, surtout si tu ne prends pas un beurre d'arachide qui est bio. Mais bref, ceci étant dit, ça revient au même, hein? Je veux dire, beurre d'amande, toutes les noix, les beurres de noix, même chose, c'est surtout une source de lipides, avec un petit mini peu de protéines. Donc, en collation, ça irait. Mais comme source seule, que tu penses qui est suffisante et de qualité pour un repas principal, like I said, bad news, ladies, mais malheureusement, ça te prendrait un petit œuf à côté ou 2, un petit peu de yogourt grec, ou peut-être te faire un smoothie avec la poudre de protéines de qualité, puis tu te rajoutes un petit peu de beurre de peanut dedans si tu adores le goût. Ou comme je disais, tu gardes ça en collation, par exemple sur une galette de riz avec un peu de beurre d'amande ou de beurre de peanut, avec des petits fruits dessus, tu sais, ou tu te fais chauffer là, une petite cuillère à soupe dans le micro-ondes, comme ça fond un petit peu, et tu trempes là, tes morceaux de pommes ou de bananes dedans. Ça va en collation. En collation, on n'a pas besoin d'avoir 25-30 grammes de protéines. Mais comme repas principal, surtout les déjeuners, sorry to break it to you, mais ce n'est pas une source de protéines. S'il vous plaît, ne raccroche pas le podcast. Continue à écouter. J'ai d'autres mythes que tu vas peut-être probablement plus apprécier que celui-ci. Fait que, mange ton beurre de peanut, mais assure-toi de ne pas te fier juste sur cette source pour avoir assez de protéines. Point numéro 5. Vous allez voir, là, il y a certains mythes qui se intertwinent, qui se rejoignent. Il ne faut pas manger le soir ou manger, mettons, après 7 heures, ça fait engraisser. Je reviens à ma règle numéro 1. Effectivement, dans l'idéal, on se laisse un délai de 2-3 heures avant d'aller dormir. Donc, entre ton dernier repas ou si tu prends une collation de soirée, tu veux te donner un minimum 2 à 3 heures pour laisser le temps encore de digérer. Comme ça, quand tu vas dormir, tu n'es pas en mode digestion, tu es en mode dodo. Et pendant qu'on dort, à partir de 10h PM environ jusqu'à 5h AM environ, il y a toutes sortes de processus qui se passent dans le corps, incluant la transformation des glucides, nettoyage pancréas, nettoyage du foie, détoxification par le foie. Comme ça, quand tu te lèves le matin puis tu fais ton petit pipi et ton numéro 2 matinal, tu fais un bon clean-up et ça détoxe. Donc ça se passe dans la nuit. C'est pour ça que c'est important de dormir tôt
et avoir un sommeil de qualité. J'ai fait un épisode de podcast au complet sur le sommeil. Fait que pour revenir à mon mythe numéro 5, donc oui, on garde cette règle-là, mais manger le soir, je veux dire, ça fait pas engraisser automatiquement. Une banane à 7 heures le matin, puis une banane à 8 heures le soir, c'est la même banane. Il n'y a pas un double de calories qui se passe dès que l'horloge tombe à 7 heures ou à 8 heures le soir. On s'entend? C'est le total de ta journée, de ta semaine, au niveau de la quantité de nourriture que tu manges et des autres facteurs qui affectent la perte de gras, qui va faire en sorte que tu vas prendre du gras ou tu vas en perdre. Pense à quelqu'un qui ne mange pas de la journée, puis je sais qu'il y en a certaines d'entre vous que vous vivez sur le café toute la journée. Pense à ceux, encore une fois, qui mangent que le soir. Ben, c'est sûr que, tu sais, ces gens-là, ils seraient probablement plus en surplus de poids. Mais ça ne veut pas nécessairement dire, ce n'est pas une cause à effet. Le problème avec manger le soir, souvent, c'est qu'on mange des choses qui ne sont pas nécessaires. Right? Le petit sac de popcorn devant Supernatural, je lève ma main, guilty of this, vous le savez, peut-être, ou peut-être pas encore, c'est mon guilty pleasure. Grignoter un petit peu de crème glacée ou des chips ou des nachos ou des biscuits ou le bol de céréales là, à 8-9 heures le soir, tu sais. Souvent, ces calories-là, ces aliments-là sont pas nécessaires, ce qui veut dire que tu n'as pas nécessairement faim physiquement. Tu as assez mangé dans ta journée, surtout si tu as une alimentation, évidemment, qui est complète, qui est équilibrée, comme on a déjà parlé dans le point numéro 1. Si tu as faim physiquement, là, mettons, tu as du souper genre à 5-6 heures, puis là, il est comme 8 heures, puis comme, mon Dieu, ton estomac, il grogne, là, tu sais, comme t'as faim physiquement, ton ventre est vide, ben, tu t'engraisseras pas si tu manges une poignée d'amandes avec une pomme ou si tu te prends une collation saine le soir. Parce que tu le manges le soir. Je veux dire, si t'as faim physiquement, ton corps te le dit. T'auras peut-être manqué de calories dans ta journée, t'as peut-être pas assez mangé, t'as peut-être sauté une collation, justement, peut-être que tu n'as pas mangé assez de protéines ou assez de légumes dans ta journée. Souvent, c'est ces deux catégories-là d'aliments qui nous amènent le sentiment de satiété. Fait que ça se peut là, que tu aies physiquement faim le soir. Si tu as physiquement faim, tu manges une collation qui est équilibrée, comme une collation que tu prendrais le matin à 10 heures ou l'après-midi à 3 heures. Si c'est une collation, tu n'as pas nécessairement besoin d'attendre 2-3 heures avant d'aller dormir, mais tu sais, au moins 1h30, 2 heures pour justement la digérer. Mais il n'y a rien de mal, il n'y a pas des calories qui s'ajoutent quand tu as besoin physiquement de cette nourriture-là de plus. Je te conseillerais d'ajuster probablement ta nutrition pour les jours suivants, right? Pour avoir assez mangé rendu au soir. Mais, comme je te disais, c'est pas parce qu'il est rendu 7h01 ou 8h01 qu'il y a plus de gras, puis de calories, puis de glucides dans les aliments que tu manges. Encore une fois, le problème avec manger le soir, c'est quand on n'a pas faim physiquement. Quand c'est un craving, quand c'est une habitude, quand notre conjoint en mange au sofa, quand ça sent bon ou quand on s'ennuie, qu'on a une émotion à manger. Ça, c'est souvent des calories de trop qu'on n'a pas besoin parce qu'on n'a pas faim physiquement. C'est souvent des choix qui sont pas optimaux. Hein? C'est bien rare que quand tu as une pète d'amour, tu veux manger des brocolis. On s'entend? Donc, c'est souvent des choix qui sont pas optimaux, qui sont transformés, qui sont plus sucrés, qui sont plus caloriques, qui sont plus gras. Et c'est souvent difficile avec ces aliments-là de respecter une portion qui est modérée. You know what I'm talking about? Hein? Tu ouvres ta palette de chocolat, tu te dis je vais en prendre juste un morceau, puis oups, la palette est partie au complet. Tu pars avec le sac de chips ou le sac de popcorn, puis tu te dis je vais juste en prendre quelques poignées, puis oups, tu écoutes la télé, tu es distrait, tu partages avec ta famille ou quoi que ce soit, puis le sac est fini au complet. Donc, il est là le problème à manger le soir. Manger le soir n'égale pas nécessairement je vais engraisser et je vais prendre du poids. Mais ça se peut que oui, si c'est des calories de trop, que tu n'as pas faim physiquement, que tu manges près de ton heure de dodo puis que ça affecte ton sommeil, puis évidemment, un sommeil qui est affecté va influencer la perte de gras. Et comme je disais, si tu manges en portions qui ne sont pas nécessairement modérées. Donc voilà, on a debunk ce mythe-là. Fait que si tu as faim, mange une collation qui est équilibrée le soir. Point numéro 6. Je reste un peu dans le thème là, de ce qui fait engraisser, hein, ce qu'on pense qui fait engraisser. Les glucides, ça fait engraisser. Bon, ça rejoint mon point sur les fruits, parce que des fruits, c'est des glucides. Hein? Comme je vous ai dit, c'est du sucre, des glucides simples, sous forme de fructose. Et ça aussi, on met tellement tout le temps la faute au mot du carbs. Hein? C'est la faute des carbs. Moi, je coupe pain, patate. C'est quoi l'autre? Pâte. Pain, patate, pâte dès demain. J'arrête de manger des carbs. Je fais keto. Je fais Atkins. Je fais low carbs.
« Oh mon Dieu, j'ai perdu 7 livres en 3 heures, c'est magique. » Ça veut dire que c'est la faute des carbs. Encore une fois, je mets un petit peu d'humour sarcastique. Je suis dans ce mood-là aujourd'hui. Je sais pas si vous m'entendez là, dans ce podcast, mais c'est pour ça que j'avais bien hâte d'enregistrer cet épisode-là. J'aime ça défaire des mythes un petit peu. Et non, effectivement, c'est pas nécessairement la faute des carbs. Le problème avec les carbs, c'est que c'est un peu comme mon histoire du soir, là. C'est facile de trop en manger. C'est facile de pas choisir la bonne source de carbs. Hein? Et c'est facile aussi de mal les timer dans la journée. Donc, on va défaire quelques mythes à ce niveau-là. On a souvent pensé qu'il fallait manger les féculents, les glucides le matin, comme ça, entre guillemets, je fais des guillemets avec mes doigts en ce moment-là, tu vas avoir le temps de les brûler durant la journée. Si tu manges des carbs le soir, puis après ça, tu t'assois sur ton sofa, bien, c'est sûr que les carbs vont se transformer en gras. Hein? Peut-être que tu as déjà pensé ça ou que peut-être que tu penses encore ça. Puis je veux dire, ça fait du sens. Si tu manges le soir, tu t'en vas t'asseoir après, tu n'as pas le temps, entre guillemets, de brûler ou d'utiliser tes glucides. Le problème avec ça, c'est qu'on est dans une société qu'on mange seulement du sucre puis des carbs pour déjeuner. Puis même si c'est des bons aliments, exemple yogourt, fruits, sirop d'érable, gruau, avoine, granola, qui sont pas des mauvais aliments en soi, ben quand tu commences ta journée après avoir dormi, un corps qui est en homéostasie, qui est en équilibre, puis que tu donnes beaucoup de carbs, surtout si tu n'équilibres pas avec des protéines et des lipides, ben tout de suite, tu pars ta journée avec un pic dans ton insuline, dans ton taux de sucre sanguin. Puis j'aime toujours dire que tout ce qui monte redescend. C'est sûr que vous m'avez déjà entendu dire ça avant. Fait que quand ça redescend, ton taux d'insuline, ton pancréas, il sécrète de l'insuline pour comme rétablir un petit peu plus l'équilibre. Ben là, tu as envie de plus de sucre, ou tu as un down de fatigue, ou tu as un craving, et ça peut durer jusqu'au soir. Le nombre de clientes que j'ai, que juste de switcher leur breakfast à des protéines, puis des lipides, puis un petit mini peu de carbs, qui me disaient « Mon Dieu, j'ai plus de craving, j'ai moins faim le soir, j'ai moins envie de manger la mort au complet quand j'arrive de travailler à 4 heures. » Fait que les carbs, j'aime bien les mettre autour des entraînements et j'aime bien les mettre le soir. Manger des carbs le soir. Encore une fois, la perte ou le gain de poids, c'est l'ensemble de ce que tu fais d'une journée à l'autre. Ton sommeil, ton stress, tes hormones, ta digestion, oui, ta nutrition, évidemment, c'est un gros pilier. Ta dépense énergétique, tes workouts, mais aussi ce que tu fais à l'extérieur de tes workouts. Si tu es assis 23h30 sur 24 heures, bien, c'est sûr que ta dépense énergétique va être assez basse. Donc, c'est plein de facteurs qui affectent la perte de gras ou le gain de poids. Manger des carbs le soir, si c'est en portion modérée et de la meilleure source possible, non seulement ça ne te fera pas engraisser, mais ça va peut-être même aider ton sommeil. Parce que manger des glucides, par exemple une banane, une salade de fruits, des patates douces, du riz, ce genre d'aliments-là à ton souper, des sources le plus près de la nature possible, ça va t'aider à sécréter de la sérotonine, qui va t'aider à sécréter de la mélatonine. Des mélatonines, tu as peut-être déjà entendu ce mot-là. Quelque chose qui est bien important pour aider le sommeil. Donc, les glucides, c'est pas nécessairement de leur faute. C'est leur faute quand on en mange trop, genre à chaque repas, puis que chaque repas il est composé principalement de glucides. Ça, c'est un signe que peut-être que tu en manges trop, peu importe la source. Et c'est leur faute quand, justement, la source n'est pas optimale. Pense bonbons, chips, croissants, tout ce qui est blanc, pain blanc, chocolatine, muffins, pâte blanche. Tu sais, des portions comme ça, ce que j'appelle qui sont un peu vides de calories, dans le sens que oui, ils ont des calories, mais ils n'ont pas vraiment de vitamines, minéraux, antioxydants, fibres. Il y a beaucoup d'amidon, il y a beaucoup de sucre, ça se digère vite, ça joue avec ton taux d'insuline qui devient up and down toute la journée. Et ça ne met pas ton corps dans un état optimal pour, 1, avoir de l'énergie, 2, contrôler tes cravings, et 3, finalement, perdre du gras ou améliorer ta combustion corporelle. Donc, mangez-en des carbs, gardez-les autour de vos workouts, faites en sorte qu'ils complètent votre assiette et que ce n'est pas l'ensemble de l'assiette ou de chaque collation. Équilibrez avec des protéines et des lipides, choisissez des sources le plus près de la nature possible, le moins transformées, et évidemment, bien, faites attention à vos portions. Je continue. I'm on a roll. Point numéro 7. On va reparler un petit peu de jeûne ou de fasting. Le déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Lève ta main si tu as déjà entendu ça. On disait souvent, là, déjeune comme un roi, dîne comme un prince, puis soupe. Je me souviens plus comment on soupait, comme un servant. Bref, on a souvent dit, justement, là, tu as tellement de temps de brûler les calories que tu manges durant ta journée, fait que ton déjeuner, ça doit être ton plus gros repas. C'est le plus important de ta journée. Puis, c'est pas faux,
Mais je veux rajouter de la nuance, hein? Je pense que vous m'entendez depuis une trentaine de minutes. J'ajoute des ça dépend, j'ajoute un petit peu de tendance de gris, puis de la nuance dans ces statements-là, ces croyances-là qui sont souvent, c'est ça, tu sais, un peu black and white. Donc, le déjeuner, je dirais plutôt le premier repas de ta journée est très important. Donc, j'ai changé déjeuner pour le premier repas et j'ai changé le plus important pour très important. Ce que je veux dire par là, c'est que, comme j'ai dit au début dans mon mythe numéro 1, je crois, peut-être que tu commences à manger à 10h ou 11h au midi, puis que ton premier repas, ben c'est un dîner. Hein, ce qu'on appelle communément ici un dîner. Donc, c'est pas nécessairement genre, tu sais, des céréales puis des toasts. De toute façon, ça, on devrait pas manger ça pour déjeuner, mais bref, c'est une autre histoire. Donc, ça se peut que toi, tu n'aies pas nécessairement de déjeuner. Peut-être que tu jeûnes justement un petit peu plus tard. Peut-être que tu commences ta journée avec un smoothie. Peut-être que tu fais un workout le matin, puis après ça, c'est un repas vraiment complet là, de viande, légumes, puis de riz, peu importe. Donc, c'est ton repas, le premier de la journée, qui est important, effectivement, qui est très important. Un, parce que, comme j'expliquais rapidement tantôt avec le taux d'insuline, ça va souvent dicter comment le reste de ta journée va se passer en termes d'énergie, cravings, fatigue, faim, satiété et tout ça. Puis pourquoi je dis que ça ne veut pas nécessairement dire que c'est le repas X le plus important, c'est que c'est surtout ce que tu manges, la nature de ton repas. Que ce soit un déjeuner, un dîner, que ce soit à 6 heures le matin dès que tu te réveilles ou à 10 heures, 4 heures après t'être réveillé, bien, c'est la composition de ce premier repas-là qui est très, très important. Je vais revenir à ce que je disais tantôt. Tu sais, moi, j'encourage beaucoup protéines, lipides, avec une petite source de glucides. Ça ressemble à quoi? Ça peut ressembler à une omelette avec des légumes. Ça peut ressembler à du yogourt de coconut qui serait une source de lipides avec une demi-scoop de protéines dedans, avec des petits fruits. Petits fruits étant ta source de glucides. Ça peut être un smoothie. Ça peut être du gruau, mais au lieu que ça soit du gruau qui serait des glucides avec du sirop d'érable, une banane puis d'autres glucides, ben le gruau, c'est ta source de glucides, sauf que tu mets dedans des noix, des flocons de coconut. Moi, j'aime bien mettre un petit peu de poudre de protéines dedans. Fait que l'équilibre, the balance of that plate, le matin, ton premier repas de la journée, super important après ton jeûne, hein, que tu aies jeûné 8 heures, 12 heures ou 16 heures, là, on s'entend maintenant. Donc, très, très, très important. Tu n'es pas obligé de manger dans la demi-heure après ton réveil. Si tu n'as pas faim, si tu as l'estomac à l'envers, si juste le fait de regarder de la nourriture, ben ça te donne des nausées. Si tu te forces à manger parce que tu as vu à quelque part que le déjeuner, c'était le plus important de la journée, ben tu peux attendre un peu. Tu peux attendre un peu. Avec le mythe numéro 1, tu as sûrement déjà réfléchi à toi, c'est quoi une fréquence, une constance au niveau des heures de tes repas. Fait que si tu le sais que toi, tu manges, mettons, ton déjeuner ou ton premier repas à 8 heures, quand même que tu te réveilles à 5h30, 6 heures, that's fine. Il n'y a rien de mal à attendre un petit peu avant de manger. Par contre, si toi, moi j'étais comme ça avant, vous demanderez à mes amis, là, à un moment donné, on était en voyage à Cuba, puis ils s'étaient levés super tard, moi je les attendais dans la chambre, puis ça avait bien y penser, là, j'aurais juste dû descendre puis aller manger par moi-même. Mais bon, that's another story. Fait que là, je les attendais, puis là, hey, on est descendu en bas, puis on était entre le déjeuner puis le dîner, ce qui veut dire que le buffet puis les restos étaient fermés. Moi, je bois pas de café, hein. Fait que mon déjeuner, surtout dans ce temps-là, ça me le prenait pour partir ma journée. Moi, j'étais du genre, OK, je patine sur la glace à 6h30, ben je vais me lever plus tôt, puis c'est sûr que je vais prendre le temps de déjeuner. C'était un non négociable de déjeuner dans la demi-heure quasiment là, dans laquelle je me levais. Fait que quand j'avais manqué le déjeuner cette fois-là, une fois, vous leur demanderez, j'étais très, très hangry. Hein? Hangry, je sais pas si vous connaissez ce mot-là, là. Angry puis hungry. Donc, ça me prenait ça. J'étais étourdie, j'avais pas d'énergie. Ça me prenait mon déjeuner. Maintenant, j'ai beaucoup changé dans le sens que j'attends. Des fois, je vais me réveiller. Mettons, je me réveille toujours tôt. Là. Je vais me réveiller, mettons, à 5h30, 6h. Je vais comme, j'ai un petit peu faim. Mais je fais ma routine matinale. Je bois mon eau avec mon citron, mon sel, tout ça. Je fais mes petits trucs. Puis ma faim là, de réveil, elle passe. Puis souvent, je vais attendre à peu près vers 8h. Fait que je vais attendre comme 2 heures à peu près après mon réveil. Donc, il faut trouver un peu ce qui fonctionne pour toi. C'est sûr que c'est une routine super occupée le matin, puis dès que tu commences à travailler, tu le sais que tu ne pourras pas arrêter, tu n'as pas de break, puis ça va aller au dîner, ben tu sais, je te conseille effectivement de ne pas skipper le déjeuner.
Si tu as moins faim, tu peux aller en mode liquide, tu sais, de faire un smoothie le matin ou de faire un smoothie bowl, quelque chose de plus liquide qui se digère mieux, quelque chose que tu peux boire aussi sur une plus longue période de temps, que tu n'as pas besoin de manger, tu sais, une omelette qui demanderait plus de travail au niveau de la digestion. Fait que ça, c'est toutes des petites choses qui peuvent t'aider pour ton premier repas de la journée, mais encore une fois, ça ne veut pas nécessairement dire que tu dois manger dans l'heure de ton réveil. Tu le fais si ça te convient. Mais ça, c'est un mythe que je trouve important de debunk. Et encore une fois, on se souvient que c'est ce que tu manges qui est plus important versus l'heure à laquelle tu le manges. Rapidement, avant de passer au dernier mythe aussi, j'ai souvent la question, est-ce que si je m'entraîne le matin, je dois manger absolument avant de m'entraîner? Bon, vous allez deviner la réponse, là. Ça dépend, right? C'est sûr que si tu te lèves à 6 h puis tu t'entraînes à 6h05, non, mange pas. Fais ton entraînement puis mange un bon déjeuner après très complet. Si tu as une petite heure, 1h30, 2 heures avant ton entraînement, bien, il n'y a pas de problème à manger un déjeuner, avoir le temps de digérer un petit peu. Et je conseille souvent de, encore une fois, manger quelque chose qui est plus petit. Genre, tu sais, moi, je vais dire, mange une collation au lieu d'un déjeuner. Fait que ça peut être, je sais pas moi, un petit yogourt grec avec des fruits, un petit smoothie, quelque chose de plus léger, de forme liquide, de moins gros avant un workout. Puis après ça, après ton entraînement, ben là, tu peux prendre un déjeuner plus complet. Tu peux t'entraîner à jeun, c'est pas dangereux. Par contre, s'entraîner à jeun ne veut pas non plus, on va rentrer un autre mythe ici, là, ne veut pas nécessairement dire que tu vas perdre du gras plus vite. Ça peut, oui, parce que bon, t'as pas de food, donc ton corps va aller chercher les réserves de gras. Est-ce que, encore une fois, il y a bien des études, puis ça fait bien une grosse différence, peut-être dans le monde du bodybuilding fitness, quand t'es rendu à ce point-là, que t'es 10% de body fat, tu vas faire ce genre de méthode-là. Mais non, c'est pas dangereux de s'entraîner à jeun. Et encore une fois, tu dois écouter ton corps. Moi, m'entraîner à jeun, je le fais des fois, mais c'est quand c'est un petit workout, genre à la maison, quick, là, tu sais. Je sais que quand je fais ma muscu, mes entraînements en force, moi, j'aime mieux manger plus proche de mon workout, même si j'ai pas le temps de tout digérer, que de pas manger. Parce que moi, je sais que je suis quelqu'un qui a besoin d'avoir du fuel dans moi avant mes gros workouts. Il y a des gens qui, au contraire, ils n'aiment pas manger avant parce que pendant le workout, ils sont en mode digestion. Fait que vas-y avec comment tu te sens, mais c'est important que si tu manges pas avant, il faut absolument que tu manges un bon repas complet après, le matin. Et si tu manges un petit peu avant, bien, tu peux manger après aussi, évidemment, sous forme de collation ou diviser ton déjeuner en deux. Tu sais, manger la moitié avant ou après. Encore une fois, trial and error, try it out. Peut-être que quand tu fais ton cardio, tu veux pas manger, mais quand tu fais ta muscu, tu veux manger. Donc, la réponse à ce mythe-là, c'est encore une fois, ça dépend. Et le dernier mythe, qui est un excellent segue, donc ça fait du sens avec ce que je viens de vous jaser au niveau de l'entraînement. Un mythe ou une croyance, hein? Ce que je mange après un entraînement, ça, encore une fois, je vais faire des quotes, des petits guillemets, pas des quotes, mais ouais, des quotes, des guillemets, en fait, avec mes doigts en ce moment. Ce que je mange après un workout, ça compte pas. Ah, est-ce que vous êtes déjà dit ça? Ah, je viens de faire un gros workout, quand même que je mange une poutine, quand même que je mange de la crème glacée, quand même que je prends un verre de vino. Ça, ces calories-là comptent pas parce que je viens de m'entraîner. Ah, si c'était vrai. Je comprends le principe, right? You just burn a lot of calories, tu viens de travailler fort, tu refais tes réserves, puis tu sais, ce que tu vas manger, mais c'est pour faire tes réserves, c'est pas nécessairement pour être emmagasiné en termes de gras. Mais, je l'ai dit plusieurs fois dans ce podcast, la différence sur la perte et le gain de poids, ben, c'est l'ensemble de ce que tu manges et de ce que tu fais comme habitude à tous les jours, à toutes les semaines, à tous les mois. Fait que tu sais, ton gros gâteau ou ta poutine que tu manges après un workout, il est quand même 300 calories, il est quand même 100 grammes de gras, il est quand même 600 calories. Ça va faire quand même des effets négatifs au niveau chimique sur ta digestion, ton bloating, tes cravings, ton sommeil. Fait que tu le manges après ton workout ou que tu le manges avant ou pendant ta journée, ben l'effet de ce repas-là que j'appelle différent ou que souvent on appelle cheat meal, tu sais, ça va faire le même si c'est après un workout. OK, ça revient à ce que je disais tantôt. Hein? J'ai brûlé 100 calories sur MyFitnessPal, fait que je peux me permettre de la crème glacée 100 calories de plus, tu sais. Faut faire attention à ça. Faut pas sous-estimer ou surestimer, justement. Donc, malheureusement, non. Ce que vous mangez après un workout, ça compte quand même dans votre journée. Puis c'est important aussi après un workout ou après une journée, je sais pas moi, de
compétition ou d'événements sportifs ou un nouvel entraînement, tu sais, que t'es comme, mon Dieu, ouais, j'ai travaillé fort, je suis raquée, ou t'as fait plus de kilomètres sur ta course, c'est important après l'entraînement, dans ta collation du repas suivant, d'aller chercher ce que tu as besoin pour récupérer. Tes protéines, des glucides simples, des glucides complexes dans ton repas, puis tu as plus de temps de les digérer par la suite. Refaire tes réserves de glycogène, donc de glucides. Réparer tes muscles grâce aux protéines. Avoir tes vitamines, tes minéraux, boire ton eau, réhydrater ton corps. Tu sais, on faisait ça souvent à l'aréna. Je veux dire, on finissait une pratique, puis je me souviens, les vendredis soirs, ma mère, elle m'achetait à moi puis une de mes amies avec qui je patinais, toujours une aéro, tu sais, une barre de chocolat, là, parce qu'on avait bien pratiqué. Puis je veux dire, la aéro, on aurait sûrement dû la manger après un repas, une collation plus saine. Parce que utiliser une aéro, bon, on était jeunes, là, ça affecte un petit peu moins peut-être, mais quand même, ça affecte, là. Tu sais, de manger une aéro tout de suite après notre entraînement, c'est pas ça qui allait nous aider à récupérer pour notre workout ou notre pratique du lendemain, tu sais. Même chose, je vois ça souvent en compétition. On finit la grosse compétition, le corps il est en mode genre, oh my God, on déstresse, on récupère. Bang, on mange de la poutine ou le dog pour se payer la traite. Je comprends le principe, je comprends que, tu sais, des fois, on a des objectifs, on est strict avec notre alimentation, puis, entre guillemets, on se paye la traite ou on en profite. Mais ce genre d'aliments-là, peut-être pas les faire tout de suite après un gros workout ou une journée, comme je disais, d'événement de compétition, parce que ta récupération risque de pas être optimale. Attends au lendemain, tu sais, puis après, ben va chercher des bons aliments, parce qu'effectivement, ce que tu manges après un workout, ben ça compte. Désolée de défaire ce mythe-là aussi. Donc, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça va vous enlever certains questionnements. S'il y a d'autres mythes ou d'autres questions ou d'autres croyances que vous avez sur la nutrition, vous êtes comme « Ah, je suis pas sûre ça si c'est vrai » ou « Ah, la réponse, ça doit sûrement être « Ça dépend, mais j'aimerais ça que Claudia m'explique plus en détail », écris-moi, que ce soit par courriel, claudia@karmakin.ca, sur les réseaux sociaux, la page Karmakin, Instagram karmakin.claudia. J'adore ça, avoir votre feedback. Et comme vous l'avez sûrement entendu, j'ai eu bien du fun à enregistrer cet épisode pour vous. So, tag me in a post, prenez un screenshot, partagez avec quelqu'un qui a peut-être déjà cru ces mythes-là. Il y en a plein d'autres qu'on aurait pu faire aujourd'hui, mais je savais que j'allais quand même plonger en profondeur dans chaque mythe, donc je voulais pas, comme j'ai dit au début, que ça dure 3 heures non plus. Mais je suis super ouverte à faire une partie 2 si vous aimez ce genre d'épisode-là. Envoyez-moi vos questions, envoyez-moi vos mythes, vos croyances. Je vais les prendre en note, puis on va se préparer un épisode Debunk the Myths, donc défaire des mythes en nutrition pour le futur. So, as always, je vous laisse avec un petit quote d'Hippocrate. Let food be the medicine and medicine be the food. Hein? Donc, il avait dit ça jadis. Et c'est vrai. Hein? À travers ce qu'on a jasé aujourd'hui, là, que tu manges 6 fois par jour, que tu comptes tes calories, que tu manges des fruits ou pas, que tu manges un peu de beurre de peanut de temps en temps, que des fois tu as une collation en soirée, que tu manges ton déjeuner à 6h ou à 10h, que tu intègres des glucides ou que tu manges un post-workout meal. À travers tous ces mythes-là, cette confusion-là, ces croyances-là, surtout ces habitudes-là, ben l'important, c'est que tu vois la nourriture comme quelque chose qui peut aider ta santé. Puis tu peux te servir de la nourriture pour être en pleine forme, pour perdre du gras si tu veux, pour prendre de la masse musculaire, pour protéger tes articulations, pour améliorer ta digestion qui a un impact sur tout le reste de ton corps. Donc, la bouffe, là, la nourriture, c'est vraiment une forme de médecine. Et je vous encourage fortement à regarder votre armoire, votre frigo, puis les habitudes qu'on a nommées aujourd'hui d'une nouvelle façon plus optimale pour que ça devienne ta médecine à toi aussi. J'espère que cette conversation awesome t'a inspiré. Et d'ailleurs, I would love to hear back from you. Rejoins Karmakin sur les réseaux sociaux and tag me in a post pour partager ce que tu retiens de cet épisode. Je serais vraiment grateful aussi si tu pouvais me laisser un rating and review pour le podcast. Ça me permet d'avoir un impact positif sur plus de gens comme toi. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute and until next time, je te souhaite une journée awesome.